Très bien, merci à vous de m'accueillir. Alors d'abord, toutes mes excuses d'avoir pas été là, ce matin. Du coup, j'ai pas entendu, les interventions qui m'ont précédé, donc j'espère ne pas trop répéter, et ne pas trop vous lasser. D'autant que je pense que, à la question que vous posez, quelle république écologique en 2022, assez logiquement, et même si encore une fois j'étais pas là tout à l'heure, je pense que nous allons apporter, en tant que représentants des candidats, des réponses proches, assez proches, voire très, très proches. La logique, c'est que, nos candidats, les candidats de la primaire de l'écologie peuvent avoir, des nuances d'expression, parfois des nuances modérées quand même de projet, mais que globalement, ça ne sont pas des divergences. Que, globalement, le projet qui est porté et donc le projet de république écologique, qui est porté par les 4 candidats aujourd'hui, il a vocation à être le même. Donc je pense que, je ne vais pas vous faire une liste longue, d'adjectifs qualificatifs qui compléteraient, une république écologique qui en 2022, devrait nécessairement être plus solidaire, être plus sociale, être plus, féministe. Je crois que c'est le point sur lequel on sera, tous d'accord et en tout cas les candidats ont vocation à être, d'accord. Par contre, je crois qu'au-delà des adjectifs, il y a, 4 verbes qui me semblent importants, qui nous semblent importants, dans la candidature de Yannick, dans le cadre d'une république effectivement, écologique en 2022 et en tout cas de la victoire d'un candidat écologiste ou d'une candidate écologiste à l'élection présidentielle en 2022. Ces 4 verbes, c'est réparer, préparer, protéger et accueillir. Réparer parce qu'effectivement, au-delà de l'expérience existentielle des 18 derniers mois qu'on a tous vécu dans des proportions, dans des conditions, avec des contraintes différentes, ce pays, au-delà donc de cette expérience-là qui déjà elle-même est difficile, mais notre pays, on le sait bien, est travaillé par beaucoup de doutes, par, beaucoup de déprime, par, une certaine idée que finalement son avenir serait derrière lui, que, le passé, glorieux de la France n'éclairerait plus son avenir et que, tout notre pays serait, comme le terrain d'une insupportable guerre civile. Ça, c'est ce que disent beaucoup de polémistes d'extrême droite. Mais au-delà de ces polémistes d'extrême droite, c'est quelque chose qui finit par infuser dans le débat public et par donner à notre pays cette idée que vraiment, il y aurait plus grand chose qui marche chez nous et il faudrait tout réparer. Donc le 1er verbe, c'est celui-là, réparer. Réparer à la fois ce qui ne fonctionne pas et réparer aussi l'impression que tout ne fonctionne pas. Parce que, ce que dit, souvent Yannick, c'est, précisément qu'il y a aussi dans notre pays des formidables initiatives, des choses qui fonctionnent, des gens sur lesquels s'appuyer, des tissus, associatifs, économiques, sociaux, des capacités d'innovation dans les territoires qui sont très, très loin, de, correspondre à cette idée que vraiment, tout serait, cassé, détruit et plus rien ne fonctionnerait dans le pays. Le deuxième verbe, c'est, préparer. Parce que évidemment, si on prend au sérieux, nos propres diagnostics, si on prend, au sérieux ce que nous dit la science, si on prend au sérieux tout simplement les alertes que nous avons, déjà pu, observer, évidemment dans le monde ces dernières semaines, évidemment en Europe ces dernières semaines aussi, je pense au sud de l'Espagne, mais aussi dans notre pays ces dernières années, des, événements, météorologiques extrêmes dont on peut dire avec de plus en plus, hélas, de, confiance, de certitude, qu'ils sont, précisément liés au dérèglement climatique, qui sont, l'une des manifestations, d'un dérèglement climatique qui a déjà commencé, donc préparer. Parce que ça va être parfois très brutal. Je pense à ce qui s'est passé, dans la vallée de la Roya il y a quelques mois maintenant. Ça va être, parfois très soudain, et dans tous les cas, ça devra être, pour être aussi, correctement anticipé que possible, préparé en amont. Moi, je vis, ici, sur un territoire littoral en Normandie. Tous les élus locaux ont eu communication, de cartes prospectives sur, ce que vont donner les territoires, ce
où vont être les territoires, où sera l'eau dans les territoires, quels sont les risques d'exposition à des inondations annuelles, voire davantage qu'annuelles. Ces cartes-là, pour l'instant, elles sont, discutées dans des cercles plus ou moins restreints d'élus locaux, de techniciens. Elles ne sont pas encore exposées à la population parce que, ce qui est dit à ce moment-là, c'est, on ne peut pas faire peur aux gens. Nous, ce que nous croyons, c'est que ça n'est pas une question de faire peur aux gens. J'entendais, Cédric Villani tout à l'heure parler de la décroissance qui est un mot qui ne doit pas faire peur. En quelque sorte, c'est ici la même chose. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de préparer. Il s'agit de montrer que, quoi que nous fassions désormais, parce que, les alertes n'ont pas été entendues au moment où elles auraient dû être entendues, quoi que nous fassions désormais, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont irréversibles. Il faut s'y préparer parce ils auront des conséquences, en termes d'urbanisation, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'économie. C'est aussi sur les littoraux, par exemple, des activités économiques qui vont se retirer d'elles-mêmes, sans attendre ni un signe de l'État, ni un signe, des communes, mais qui vont simplement dire: «Là, nous sommes en danger, on se retire». Et là, les questions de solidarité territoriale, par exemple, seront absolument, cruciales. Protéger, le troisième verbe, évidemment parce que ça va ensemble. Heu on ne peut plus, considérer que les menaces, et les enjeux qui pèsent, sur les territoires sont abstraites. Protéger les populations, c'est, des choses qui doivent au contraire résulter de la préparation, de l'organisation. J'y reviens pas. Mais protéger les populations, c'est aussi protéger les transitions. Est-ce qu'on est capable, de, considérer que dans tel secteur économique, je pense par exemple, à l'industrie automobile. Vous avez, ce matin, dans Libération, je crois, un très bon papier qui met bien en lumière, les risques des transitions et en particulier des transitions vécues comme trop brutales, dans le secteur de l'automobile. Ça, c'est du revenu de transition, de la formation. C'est dans tous les cas de la protection. Dire, il y a des métiers qui, soit ne pourront plus avoir cours, soit ne pourront plus avoir cours et des métiers et des secteurs, dans les formes où elles existaient hier. Mais les personnes, non pas les métiers, les personnes, les salariés, les travailleurs qui exercent ces métiers doivent être protégés, sécurisés. C'est la condition pour donner confiance et pour, que, le changement soit accueilli. Ça sera mon dernier verbe. Parce qu'il ne suffit pas de dire que, nous serions dans une espèce de fatalité de l'histoire. Bien évidemment, il y en a une, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. On est entre nous, on sait ce que ça veut dire la crise écologique globale, on sait ce que sont les choses devant nous, mais on sait aussi que, pour engager, une société dans le changement, ça ne pourra pas simplement se faire en disant: «C'est comme ça». Ne pourra pas simplement se faire en remplaçant en quelque sorte un autoritarisme par un autre. Nous voyons ce que nous avons sous les yeux et évidemment, nous n'avons pas envie, d'incarner cette forme d'arrogance de pouvoir qui dirait: «La science a dit, donc faisons ce que je dis». Accueillir, ça veut dire accueillir y compris la contradiction, accueillir la confrontation, accueillir tout simplement les difficultés, accueillir le fait que, les détresses émotionnelles que vont provoquer, le stress de changements très, très importants, parfois encore une fois très rapides, très brutaux. La particularité précisément d'un événement, d'une catastrophe au sens le plus plein du terme, c'est qu'il oblige à des reconsidérations de point de vue très, très rapides et parfois très radicales. Et donc il va falloir accueillir, la détresse qui s'exprimera, accueillir parfois la difficulté à changer tout simplement parce que, ça n'est pas parce que vous êtes convaincu, du bien supérieur que représentait le changement, que vous êtes prêt à consentir à votre niveau au changement qui permettrait ce bien supérieur ou qui le faciliterait. Donc il faudra accueillir tout ça, il faudra que la République écologique et j'allais dire, la République portée par les écologistes, ne se renferme pas sur la certitude de sa vertu, la certitude d'avoir raison, mais au contraire sache accueillir tout ce que, supposera de difficile la transition écologique. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Parfait, merci beaucoup Non. Michael, Ah c'était ben, très non, tu as même complet. été plus court que d'autres. Voilà, comme ça on Heu, aura le temps de parler, c'est bien. voilà, donc beh, je vais pouvoir te poser 3 questions et par ailleurs, comme il y a un petit peu de temps, si d'autres,
personne voulait rajouter des questions, je pourrais te les poser par la suite. Donc, la première question qui a été récurrente à l'ensemble des intervenants et des intervenantes, c'était de souligner, ou en tous les cas de mettre en exergue la spécificité de son candidat ou de sa candidate par rapport aux autres pour renseigner. C'est une question que se posent régulièrement ceux et celles qui aspirent à voter à cette primaire. La seconde question, elle concerne c'est la question internationale. Donc, quelle politique internationale pour un président écologiste ou une présidente, en l'occurrence, te concernant, j'imagine que tu souhaiterais que ce soit plutôt un président. Et donc, la question de l'Europe fédérale, la question de l'atlantisme, voilà. Donc, la politique internationale en Europe et dans le monde. Et la troisième question, pour l'instant, quelle politique industrielle dans le cadre des transitions écologiques? Quelle stratégie industrielle, donc, en l'occurrence? Voilà, comme tu as 15, peut-être un petit peu plus, s'il y a une autre question qui émerge, je me permettrai de te la poser ensuite. À toi. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais commencer, dans l'ordre. Heu, j'ai dit tout à l'heure que sur le fond, les éléments qui pouvaient distinguer, les uns des autres ou les unes des autres, les 4 candidats écologistes, sont pas, les plus importants. Il y en a, je pense qu'il faut pas se raconter non plus qu'il y en a pas du tout. Mais, elles sont évidemment, comme on dit, hein, ceux qui nous rassemblent les plus importants que ceux qui nous divisent et cetera. Mais je crois vraiment qu'en l'espèce, c'est extrêmement important. C'est pas toujours facile de le voir quand on est, forcément, concentré sur nos débats internes au mouvement écologiste, au camp écologiste, mais il suffit de faire un pas de recul, voilà et on voit bien que globalement, à la fois, par comparaison avec d'autres familles politiques où les tensions, y compris sur le fond, ne parlons même pas des tensions personnelles, mais y compris sur le fond, sont très, très, difficiles et surtout, on le voit, dans la manière dont nous sommes regardés. Moi, j'invite toujours à faire ça. Quand j'entends ou quand je vois des écologistes qui se chamaillent, je leur dis: «Camarades, sortons de ce bureau, sortons de ce local et allons nous porter dans n'importe quelle assemblée délibérante pour émettre le point de vue, le commentaire des écologistes sur tel ou tel projet, structurant, sur telle ou telle, grande, réalisation d'avenir pour l'agglomération X ou Y et allons en parler avec nos camarades, nos homologues élus de droite ou de gauche. Je vous assure que là, ceux-là, élus de droite ou de gauche, ne font pas la différence à l'intérieur des écologistes. Ce qu'ils voient, c'est effectivement une forte remise en question, de leur logiciel, comme on dit maintenant, de leurs croyances, de leur idée que tout pourra finalement continuer, plus ou moins comme avant. Donc ça, c'était, un point de précaution. Néanmoins, parce que, l'élection présidentielle en France, c'est pas un truc où, les candidats sont réputés interchangeables. Ça n'est pas quelque chose où, il suffirait de, mettre en quelque sorte un Playmobil, avec le bon projet pour que le Playmobil et le bon projet gagnent l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est une question d'incarnation. Alors j'aime pas beaucoup ce mot-là d'ailleurs parce que, je pense qu'il renvoie à quelque chose en tout cas de plus grand que ce que je veux dire, mais c'est quand même une question d'incarnation au sens où, on n'invente pas tout à fait un candidat à l'élection présidentielle. Moi, si je soutiens Yannick Jadot, en dehors de l'estime personnelle, de l'amitié que je lui porte, de mes accords avec lui sur, tel ou tel point de priorité, de projet, surtout sur la manière de s'adresser à la société française, mais si je le soutiens, s'il devait rester une seule raison, c'est parce qu'il est le mieux placé. C'est parce que, d'une certaine façon, même si je pouvais avoir plus de points d'accord sur tel ou tel sujet avec Sandrine Rousseau ou avec Delphine Batho, ou avec, Éric Piolle, au final, le mieux placé aujourd'hui, celui qui est connu par les Françaises et les Français, c'est Yannick Jadot. Et encore, et parce que là, c'est important de savoir aussi sortir de soi, encore est-il moins connu que beaucoup d'autres, leaders politiques, d'autres figures politiques. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre le téléphone. Heu,
Le taux de notoriété de Yannick Jadot aujourd'hui, c'est autour de 30 à 35. C'est 20 points de moins, par exemple, que Anne Hidalgo. Et ces deux seuls chiffres disent à la fois la marche que nous devons continuer de franchir pour faire connaître nos personnalités, en l'occurrence Yannick, mais évidemment les autres. Yannick étant le plus connu des écologistes, vous imaginez bien que si lui-même n'est pas si connu que ça, les autres le sont moins encore. Mais cet écart de 20 points, par exemple, avec Anne Hidalgo, que je souligne souvent dans les discussions qu'on a dans l'équipe de Yannick, il dit à la fois effectivement le chemin qui nous reste à faire, il dit aussi de manière très encourageante que quand même on n'est pas mauvais, que pour l'instant, dans les sondages d'intention de vote, même si je me garderais bien de me réjouir du niveau où nous en sommes, mais nous ont quand même, Yannick testé, fait jeu égal, voire légèrement supérieur à Anne Hidalgo, qui est 20 points devant lui en termes de notoriété. Donc voilà, moi je crois que l'élection présidentielle, c'est une élection difficile, très difficile. C'est une élection pour laquelle les écologistes sont moins bien préparés que d'autres forces. C'est une élection qui, de notoriété publique, j'ai fait quelques-unes des campagnes présidentielles des 20 dernières années pour les écologistes, ne nous est pas favorable. Donc, je dis simplement, essayons de partir dans une condition la moins défavorable possible. Essayons de ne pas ajouter des boulets à nos pieds, des difficultés supplémentaires, faire connaître un candidat ou une candidate. Voilà, partons avec quelqu'un que connaissent déjà les Françaises et les Français, en dehors évidemment de ses qualités personnelles. Euh, je ne sais plus combien de temps il me reste là, donc je vais passer à la deuxième question, si ça vous va. Oui, il te reste 10 bonnes minutes. Ah, Voilà. ça va, donc je n'ai pas trop débordé, donc ça va. Non, tu vas mettre Euh, Alors, du coup, j'en profite quand même pour finir un peu cette première question. J'avais peur de manquer de temps. Mais sur cette première question, encore une fois, au-delà de celui qui est le mieux placé, celui qui a déjà l'écoute et l'oreille, et encore une fois, moi je suis modeste et je suis pour qu'on soit tous modestes, l'écoute et l'oreille toute relative des Français, hein. Mais néanmoins, au-delà de ça, je crois qu'Yannick a prouvé, à la fois dans sa vie personnelle, militante, que les procès qui pouvaient lui être faits, en des termes que j'avoue avoir beaucoup de mal à saisir, heu, la réalité de son engagement ne fait pas débat, ne fait pas défaut. La réalité, sa fidélité à sa famille politique, y compris, dans les moments où c'était, plus difficile, ne fait pas défaut. Et je crois surtout qu'il a, la volonté, le courage parfois, de s'exposer à une relation à la société française, à parler à la société française, y compris à des secteurs de la société française, et ça a été le cas de cette fameuse, manifestation des policiers, heu, aller là où on n'est pas attendu, là où on est moins entendu encore, aller dans la société française, partout dans la société française, en disant: «Il n'y a aucun endroit, aucun sujet qui devrait être interdit ou qui doit être interdit aux écologistes». Et moi, candidat des écologistes à l'élection présidentielle, je veux aller parler à tout le monde, je veux aller parler, être présent dans tous les secteurs de la société française, y compris, encore une fois, ceux qui nous sont les plus hostiles, j'y reviendrai, ou ceux qui nous sont les plus éloignés. Je viens à la question, internationale. Avant de répondre à la question, il faut regarder une carte du monde et des situations du monde. La position d'Yannick Jadot, sans étonnement au regard de la tradition de notre famille politique, c'est de défendre l'Union européenne, la construction européenne. Pas pour aller répéter partout que c'est parfait, que tout est déjà bien fait, que nous avons atteint l'optimum absolu de civilisation ou de protection des droits, des libertés, etc. On le voit bien en ce moment. L'Union européenne, si importante qu'elle soit, elle a des fragilités de construction, elle a des difficultés existentielles quand l'un de ses pays membres, ou plusieurs, le groupe de Visegrad, ce n'est pas un seul pays membre, décide de s'exonérer des libertés fondatrices, du pacte fondateur de valeurs de l'Union européenne pour verser dans l'illibéralisme, la démocrature, on appellera ça comme on veut, dans tous les cas, dans des régimes politiques autoritaires qui ne sont pas l'âme de l'Union européenne. Mais Yannick Jadot, le projet qu'il veut défendre, qu'on veut défendre, c'est effectivement l'Union européenne.
Pourquoi? C'est assez simple quand même quand on regarde, une carte du monde. Nous avons, ce qu'on appelle maintenant des rivaux systémiques, la Chine, la Russie, d'autres encore, la Turquie par exemple, d'autres, des régimes autoritaires, heu, qui ont décidé de, peser de tout leur poids sur la scène diplomatique mondiale, pour porter un projet et des valeurs qui sont non pas simplement, légèrement différents, mais qui sont aux antipodes du projet démocratique, moderne qui a fondé l'Europe. Heu, le la Chine, la Russie ne s'embarrassent pas de concessions au régime démocratique, en disant: «Demain, nous essaierons de faire mieux». La Chine, la Russie, d'autres encore, heu, viennent avec, le système de valeurs qui les fonde. Je parle de la Chine, la Russie, non pas en tant que pays évidemment, non pas en tant que longue histoire, mais la Chine, la Russie en tant qu'acteurs géopolitiques dans le monde d'aujourd'hui. Heu, Viennent avec un système de valeurs autoritaire, heu, discrimination qui pratique les discriminations, qui, n'est pas, dans une recherche de l'intérêt, bien compris à l'échelle du monde, de toutes les nations et de toutes les sociétés du monde. La relation, entretenue par la Chine avec l'Afrique n'est pas exactement un modèle, d'égalité, des nations entre elles. Heu et tout ça, ça n'est pas possible d'imaginer que, on va pouvoir, lutter contre ce rouleau compresseur-là uniquement à l'échelle de la France. On a effectivement, mais là je vous apprends rien, les écologistes et d'autres d'ailleurs le disent depuis longtemps, l'espace critique, la masse critique, l'acteur diplomatique de rang mondial aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne n'a pas en son sein des acteurs diplomatiques, dont la France, qui peuvent faire poids, à l'échelle du monde, qui, par leur histoire, par, les résultats, de la Seconde Guerre mondiale, parce que simplement elles ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais l'acteur qui durablement est de rang mondial, aujourd'hui et qui peut porter un projet, de société, à la fois compatible avec des valeurs et une recherche d'égalité, de solidarité et compatible avec la recherche, d'une durabilité, enfin la recherche de la transition écologique, de mode de vie, de mode de développement qui soit compatible avec les limites de la planète et de la nature, c'est l'Europe. La question, tu l'as évoquée, rapidement, de l'atlantisme, de la relation, avec, les États-Unis. Ce que dit Yannick Jadot est assez simple et il n'est pas le seul à le dire, c'est, l'Europe doit avoir une relation adulte avec les États-Unis qui ne dépende pas, qui ne soit pas strictement corrélée, sur qui est le locataire de la Maison Blanche. On ne peut pas, quand on est l'Union européenne, dire, «Moi, je suis, pas d'accord avec, les États-Unis, je m'éloigne des États-Unis quand c'est Donald Trump et quand c'est, Joe Biden, au contraire, là, bravo, allons-y, formidable, nous allons tout à faire cessante, cesser de devenir un acteur de premier plan nous-mêmes pour nous re-ranger derrière le parapluie, militaire, commercial, économique, idéologique, politique américain. Une relation adulte de l'Union européenne et une Union européenne capable de se faire confiance à elle-même, capable de se voir elle-même comme un acteur de rang mondial, c'est une Union européenne qui sait, ce qu'elle est et qui sait son indépendance, j'allais dire non négligeable, non négociable, pardon, à l'égard des États-Unis. Encore une fois, Elle- que le locataire de la Maison Blanche s'appelle Joe Biden ou, Donald Trump. J'en viens quand même, je me oui, permets vas-y, juste de je t'en te prie. dire que comme il te reste 3 minutes, si Mmh. tu veux répondre à la toute dernière question, qui Très est, bien. de la Les stratégie politiques et les stratégies industrielles économique. dans le cadre des Et transitions. je me permets, parce qu'il y a eu plusieurs demandes de rajouter, de souligner, dans le cadre de cette politique, de cette stratégie économique, quel est le niveau de rupture que Yannick, entend, apporter par rapport au productivisme et au libéralisme. Voilà.
Alors, Premier. alors je vais faire, tac, tac, tac. Sur le libéralisme, c'est la question de la rupture avec le libéralisme. Pour le coup, le niveau de rupture que Yannick entend apporter, il s'illustre pas dans des discours, il s'illustre dans des faits. Yannick, aujourd'hui, c'est l'un des députés, il n'est pas le seul évidemment, l'un des députés au Parlement européen le plus actif, le plus, j'allais presque dire hargneux, contre, les traités, de libéralisation multilatérale qui continuent d'être portés de façon invraisemblable d'ailleurs, par la France ou par l'Union européenne. C'est lui qui est l'un de ceux, encore une fois, pas le seul, mais l'un de ceux qui se bat avec le plus d'acharnement pour faire connaître les clauses particulières de, ces traités et pour, les inscrire dans le débat public et pour qu'ils soient refusés. Rupture avec le productivisme, là, on revient à la question des stratégies industrielles. Tout le sujet, évidemment, ça va pour le coup être là, de construire des ruptures en veillant à l'équilibre avec, les situations existantes, des salariés, des travailleurs, des bassins d'emploi. On a vu, je prends un exemple qui nous a tous, je pense, bousculés, en tout cas je crois, c'est celui des gilets jaunes et de la taxe carbone. Tant que la taxe carbone était quelque chose d'un peu désincarné, d'un peu lointain, comme une espèce de but, et même presque comme une conquête de guerre pour les écologistes, où il s'agissait d'être, au contraire le plus offensif possible, le plus ambitieux, d'obtenir le plus en matière de fiscalité carbone, tout allait bien. Et le jour où ça s'incarne dans, des gens réels, dans des situations réelles, patatras! On voit bien que tout se casse la gueule. Parce que ça n'avait pas été préparé. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu cette, remarquable vidéo de Ronan Dantec, quelques sénateurs écologistes, quelques mois avant le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, avertissant sur le fait que, effectivement, dans la mesure où tout ça n'était pas bien préparé, pas bien amené, où les compensations n'étaient pas, présentes, n'étaient ni visibles ni présentes, ça allait péter parce que ça allait devenir insupportable. Donc la question des stratégies industrielles, elle ne doit pas être pensée en termes de rupture, elle doit être pensée en termes d'équilibre. La rupture, c'est l'objectif. Le moyen, c'est l'équilibre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la protection des travailleurs, sur la protection des salariés, la capacité à donner de la formation et regarder tout ça de manière différenciée à l'échelle des bassins d'emploi. On ne traite pas la question de l'industrie automobile, pour reprendre mon exemple, de la même manière dans un département où la sous-traitance automobile et la production automobile est encore importante, euh, ou dans un département où il n'est pas, où ça n'est pas la même chose. Vous n'allez pas penser la question de l'aéronautique, des compétences qui vont avec, de la transition nécessaire, de l'aérien, de la même manière autour de Toulouse et autour de Brest, par exemple, ou de chez moi à Caen. Ouais, voilà. Donc la question des transitions, la question des ruptures, elle est étroitement corrélée à une politique industrielle qui s'est anticipée et donc on est effectivement sur des longueurs de temps, des temporalités à 10, 15 ans parce que si on anticipe, on sait aussi travailler plus finement, les moments d'équilibre, les moments de changement, les moments où, un emploi plutôt que d'être un emploi condamné, va être un emploi transformé.